Elle avait 27 ans. Elle était veuve et il ne lui restait que ses 4 derniers dollars en argent. Elle n'avait plus de famille à proprement parler, aucun plan à suivre, juste un petit mètre pliant cerclé de laiton qui avait appartenu à son mari. Et avec ses 4 dollars, elle a acheté un wagon de marchandises abandonné. Il se trouvait sur une voie de garage près de Laramie, dans le Wyoming. Les hommes de la ville se sont moqués de sa folie. Une femme qui achète un tas de bois pourri et de fer rouillé. Mais ce que personne ne savait, c'est que la structure robuste du wagon cachait un secret. Un secret qui allait non seulement faire taire leur rire, mais aussi changer sa vie pour toujours. Installez-vous confortablement et restez avec nous. Nous aimons savoir où nos histoires vous trouvent. Alors, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez ce soir. Ada Mercer n'avait pas toujours été seule. Elle était arrivée dans le territoire du Wyoming 2 ans plus tôt avec son mari, Thomas. C'était un homme dont les mains étaient aussi habiles que son esprit était bon. Il était charpentier et arpenteur de métier. Un homme qui croyait en la vérité d'un fil à plomb et en l'intégrité d'un joint bien ajusté. Il voyait le monde en termes de structure et de potentiel. Et il avait appris à Ada à le voir de la même manière. Il lui avait appris à lire le grain d'une planche de pain. Il lui avait appris à estimer le volume de bois d'un seul coup d'œil et à utiliser son mètre pliant de 2 pieds, non seulement pour mesurer, mais pour comprendre l'ossature des choses. Le mètre était un bel objet. Il était fait de buis avec des charnières et des goupilles en laiton. Ses marques étaient précises et claires. Il avait appartenu à son père avant lui, et il le lui avait donné le jour de leur mariage. Pour mesurer une belle vie, avait-il dit, avec son sourire calme et assuré. Avec leurs économies, ils avaient acheté une petite parcelle de terre, un endroit avec un ruisseau et un bosquet de peupliers. Thomas avait commencé à construire leur maison de ses propres mains. Pendant ce temps, Ada plantait un jardin et apprenait les durs rythmes des hautes plaines. C'était un homme de peu de mots, mais aux affections profondes, et dans leur petite cabane inachevée, Ada s'était sentie plus en sécurité que jamais. Mais les plaines étaient aussi impitoyables que belles. Une fièvre qui a balayé la vallée ce premier hiver lui a pris Thomas en l'espace d'1 semaine. Elle s'est retrouvée avec une maison inachevée, un champ à moitié labouré et un silence plus lourd que n'importe quelle pierre. Elle a essayé de tenir bon, de finir le travail qu'ils avaient commencé. Mais une femme seule était un mauvais risque de crédit, et la banque qui détenait le prêt sur leur terre n'était pas sentimentale. L'avis de saisie n'a pas été remis avec colère ou méchanceté. Il a été remis avec une finalité administrative tranquille, ce qui était en quelque sorte pire. Un homme en chemise propre et chapeau melon poussiéreux lui a tendu les papiers. Ses yeux évitaient les siens, et il lui a dit qu'elle avait 30 jours. Elle n'a ni pleuré ni supplié. Thomas lui avait appris que la dignité résidait dans le travail, pas dans la mendicité. Pendant ces 30 jours, elle a travaillé. Elle a récolté ce qu'elle pouvait de son jardin, raccommodé ses vêtements. Elle a rangé ses quelques biens dans une seule malle. Le dernier jour, elle se tenait sur le seuil de la cabane. Le vent tirait sur les mèches rebelles de ses cheveux. Elle a passé la main sur le cadre de la porte que Thomas avait posée, le bois lisse et parfait. Elle a jeté un dernier regard à l'espace vide où leur vie aurait dû se dérouler. Puis elle a fermé la porte derrière elle. Le bruit du loquet s'enclenchant résonnait comme la fermeture d'un livre. Elle avait vendu son chariot et sa mule pour assez d'argent. Assez pour régler ses comptes au magasin général et acheter un billet de diligence pour Laramie, une ville qu'elle ne connaissait que de nom. Elle est arrivée avec sa malle, le mètre pliant dans la poche de son tablier, et il lui restait moins de 5 dollars. Elle a pris une chambre dans une pension de famille. C'était un petit espace propre qui sentait le savon de soude et la solitude. Et elle a commencé à chercher du travail. Mais le travail pour une femme était rare. Lessive, raccommodage, nettoyage. Et cela payait à peine de quoi couvrir son loyer. Chaque jour, sa petite réserve d'argent diminuait. Les pièces rétrécissaient dans sa bourse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 lourds dollars en argent. C'est alors qu'elle a vu l'avis de la vente aux enchères du shérif. Une vente de propriétés en souffrance et de biens abandonnés. Elle y est allée sans grand espoir. Mais elle sentait qu'elle devait faire quelque chose. Agir, plutôt que d'attendre simplement que son dernier dollar soit dépensé. C'était un acte de défi contre le désespoir silencieux et rampant qui menaçait de l'engloutir. La vente aux enchères se tenait sur la place poussiéreuse devant le palais de justice. C'était un rassemblement d'hommes en manteaux usés et en Stetsons. Leurs visages étaient burinés par le soleil et le vent. C'étaient des éleveurs, des marchands,
et des contremaîtres du dépôt de l'Union Pacific. Tous cherchaient une bonne affaire. Ada se tenait en marge de la foule, une petite silhouette solitaire. Elle sentait le poids de leur regard en coin. Le commissaire-priseur, un homme à la voix de stentor et au gilet taché, parcourait une liste. Des marchandises non réclamées, des outils cassés et un cheval à la croupe affaissée qui semblait encore plus fatigué qu'elle. Les enchères étaient vives et professionnelles. Puis, il a annoncé le dernier article. Le lot numéro 27, un wagon couvert B et O, numéro 743, actuellement situé sur l'embranchement abandonné de Black Creek. Vendu en l'état, sur place. L'enlèvement est à la charge de l'acheteur. Un murmure de rire a parcouru la foule. Le vieil embranchement était une blague locale. C'était une entreprise ratée d'il y a 10 ans. Elle menait sur 5 miles à une carrière épuisée et se terminait dans un enchevêtrement d'armoises. Le wagon de marchandises qui s'y trouvait était considéré comme sans valeur. C'était une horreur et un obstacle. « Combien m'offrez-vous pour ce beau morceau d'histoire ferroviaire » a beuglé le commissaire-priseur, un sourire en coin. « Commençons les enchères à $1. » Un homme près du front a crié « Je vous donne $1 si vous l'emportez pour moi. » D'autres rirent. Ada, cependant, ne regardait pas les roues cassées ou la peinture écaillée décrite par le commissaire-priseur. Elle regardait les numéros délavés qu'il avait annoncés. B et O 743. Thomas avait autrefois travaillé pour la ligne Baltimore and Ohio, dans l'Est. Il lui avait raconté des histoires sur les différents wagons. Il lui avait expliqué que les plus anciens wagons de service, ceux construits pour loger les équipes d'arpentage ou de poseurs de voies, étaient souvent modifiés. Leurs intérieurs étaient personnalisés par les hommes qui y vivaient. Ils étaient construits pour être de petits mondes robustes et autonomes. Tandis que les hommes autour d'elle voyaient une épave, Ada voyait une structure. Elle voyait des poutres en chêne chevronné et des renforts en fer forgé. Elle voyait un toit qui, même s'il fuyait, était toujours un toit. Elle voyait un abri. Un homme en manteau de cheminot poussiéreux se tenait près d'elle, les bras croisés. Il avait un visage sévère et calme, et il ne riait pas avec les autres. Il l'observait, son regard vif et curieux. C'était Henry Pike, le contremaître de l'Union Pacific, un homme qui connaissait chaque crampon et chaque traverse sur 100 miles à la ronde. Il l'avait étudié, non pas la décrépitude du wagon, mais sa forme. Son expression était intense et concentrée, et il vit quelque chose que les autres avaient complètement manqué. $1 l'enchère, dit le commissaire-priseur, essayant de faire avancer les choses. Un autre homme cria « $2 pour le bois de chauffage. » $3 offrit un troisième homme, se joignant à la plaisanterie. Le commissaire-priseur regarda autour de lui, prêt à adjuger. Entange 4. C'est alors qu'Ada s'avança. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire et ferme. $4. Un silence soudain tomba sur la foule. Toutes les têtes se tournèrent pour la regarder. Les rires s'éteignirent, remplacés par une sorte de pitié stupéfaite et dédaigneuse. Le commissaire-priseur cligna des yeux, véritablement surpris. $4 de la part de la dame, une fois, 2 fois. Il balaya du regard la foule de visages souriants. Vendu. À la veuve Mercier, pour $4. Il frappa le marteau, et une nouvelle vague de gloussements et de murmures se répandit parmi les hommes. Ada les ignora. Elle se dirigea vers la table du greffier, le dos droit. Elle compta soigneusement ses $4 en argent. Le greffier lui tendit l'acte de vente. Simple feuille de papier qui semblait aussi lourde et définitive qu'une pierre tombale. Elle la plia, la glissa dans sa poche et se détourna du palais de justice. Le son des rires décroissants des hommes la suivait comme un vent amer. Son voyage ne fut pas long, mais ce fut un passage d'un état d'être à un autre. Quitta le centre-ville, où les bâtiments se serraient les coudes. Elle passa devant la livrée et la boutique du forgeron, vers la périphérie de Laramie. Là, le quadrillage net des rues se dissolvait dans la campagne. La ville était derrière elle, un lieu de jugement et d'opportunités décroissantes. Devant elle s'étendait la vaste étendue vide des hautes plaines. Le ciel était un dôme d'un bleu brillant et indifférent. Le vent, une présence constante ici, pressait contre elle. Il portait l'odeur de la poussière, de l'herbe sèche et la faible odeur lointaine de pain des montagnes. Elle suivit la ligne principale de l'Union Pacific sur un quart de mille. Les rails d'acier brillaient au soleil, symbole d'une connexion à un monde qui semblait incroyablement distant.
Puis, elle le vit. L'aiguillage rouillé. La voie qui déviait et disparaissait dans les armoises. C'était l'embranchement de Black Creek. Les rails étaient ternes et piqués. Les traverses en bois étaient fissurées et usées par le temps. Certaines étaient à moitié enfouies dans le sol sablonneux. Les mauvaises herbes poussaient drues entre elles. C'était une ligne qui ne menait nulle part. Le témoignage d'une ambition oubliée. Elle suivit la voie qui s'éloignait doucement de la ligne principale. Le silence n'était rompu que par le crissement de ses bottes sur le gravier et le cri d'un faucon tournoyant haut dans le ciel. Après 10 minutes de marche, elle vit le wagon de marchandises. Il se tenait seul, ressemblant à un grand animal blessé venu mourir ici. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, près de 40 pieds de long. Ses flancs étaient gris argentés par les intempéries, striés des larmes couleur rouille des boulons de fer. La peinture, autrefois d'un rouge oxyde profond, tenait en plaques cassantes. Les grandes lettres B et O et le numéro 743 étaient encore visibles, comme de faibles cicatrices. L'un des essieux était cassé, faisant pencher tout le wagon d'un côté. Sa porte pendait de travers à une seule charnière. Il avait l'air abandonné, délabré et totalement désolé. Mais Ada voyait plus. Elle voyait les lourdes poutres de chêne du châssis. Des poutres encore saines malgré les années de négligence. Elle voyait le savoir-faire dans les fermes en fer et les plaques d'angle. Il était abîmé et cassé, mais il avait été construit pour durer. Elle en fit lentement le tour, sa main traînant le long du bois rugueux et chauffé par le soleil. Elle ressentit un étrange sentiment de parenté avec cet objet oublié. Lui aussi était une relique d'une vie passée, rejetée et jugée sans valeur, alors qu'elle se tenait là, contemplant l'énorme tâche qu'elle s'était fixée avec ses 4 derniers dollars. Elle entendit des bruits de pas sur le gravier derrière elle. Elle se retourna pour voir le contremaître du chemin de fer de la vente aux enchères, Henry Pike. Il s'arrêta à quelques pas, son expression indéchiffrable. C'était un homme d'une 40aine d'années, aux larges épaules et au visage buriné. Ses yeux avaient vu trop de soleil et trop de miles de voie. Il ne souriait pas. « Madame, dit-il, sa voix un grondement sourd, c'est beaucoup de bois de chauffage pour 4 dollars. Son ton n'était pas moqueur, mais factuel. Ada le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas l'intention de le brûler, dit-elle. » Il hocha lentement la tête, ses yeux parcourant le wagon. Il nota l'essieu cassé, la ligne de toit affaissée, l'état général de délabrement. Il voyait ce que les autres hommes voyaient, mais comme elle, il voyait aussi l'ossature en dessous. C'était un homme qui comprenait la structure. « L'essieu est cassé net, observa-t-il. Les bogies sont tordus. Il ne roulera nulle part de sitôt. »« Je n'ai pas besoin qu'il roule, » répondit Ada, sa voix calme mais ferme. « J'ai juste besoin qu'il tienne debout. » Pike regarda le wagon, puis de nouveau Ada, et pour la première fois, une lueur de compréhension, peut-être même de respect, apparut dans ses yeux. Il vit la détermination de sa mâchoire, l'absence de peur dans sa posture. Il vit une femme qui n'était pas vaincue, mais qui évaluait la situation. Il avait déjà vu ce regard chez des chefs de chantier confrontés à un glissement de terrain, et chez des ingénieurs s'occupant d'une locomotive défaillante sur un col de haute montagne. C'était le regard de quelqu'un qui affronte un problème, pas qui le fuit. « Eh bien, dit-il après un long moment, le châssis est solide. C'est déjà ça. » Il fit un bref signe de tête comme pour se confirmer un fait. Puis il se retourna et repartit vers la ligne principale sans un mot de plus. Il laissa Ada seule avec sa maison délabrée à 4 dollars. L'air à l'intérieur du wagon était lourd et vicié. Il sentait des décennies de poussière, des excréments de souris, et la faible odeur fantomatique de fumée de charbon et de vieille laine. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres sales d'une petite fenêtre à une extrémité. Elle passait aussi à travers les interstices des planches murales déformées, zébrant le sol poussiéreux de fines bandes de lumière. Des toiles d'araignée, lourdes et grises comme des linceuls, pendaient des poutres du plafond. L'espace était caverneux et vide, à l'exception de quelques vestiges de sa vie antérieure. Contre un mur se trouvaient 2 ensembles de couchettes en bois intégrés. Leurs matelas rugueux étaient depuis longtemps pourris et transformés en nids pour les rats. À l'autre bout, un petit poêle à bois, son corps en fonte rouge de rouille, se tenait froid et silencieux. Et le long de l'autre mur, sous la fenêtre sale, se trouvait un long et solide établi. Sa surface était marquée par d'innombrables projets, des coupes de scie, des taches d'huile
et les fantômes circulaires de pots de peinture. Ceci, Ada le savait, était le cœur du wagon. C'est ici que le travail avait été fait. Elle posa son petit sac et prit une profonde inspiration, la poussière lui piquant la gorge. La tâche à accomplir était écrasante, mais un étrange sentiment de calme s'installa en elle. Cet endroit était à elle. Il était cassé, sale et oublié, mais il lui appartenait. Elle avait un endroit où se tenir. Elle commença par le simple acte méthodique du nettoyage. Elle avait apporté un balai et un seau, achetés avec les quelques centimes qui lui restaient, après l'achat du wagon. Elle ouvrit la seule bonne porte aussi grande que possible, la calant avec une pierre pour laisser entrer l'air et la lumière. Elle commença à une extrémité, balayant l'épaisse couche de saleté et de débris vers la porte ouverte. Le grattement rythmique des poils sur le bois était un son réconfortant et déterminé. C'était du travail, et le travail était quelque chose qu'elle comprenait. En balayant, elle découvrit l'histoire du wagon, couche par couche. Elle trouva un crampon de chemin de fer rouillé, un jeu de cartes transformé en gaufrette cassante, un bouton en étain d'une salopette. Chaque objet était un petit écho de l'homme qui avait vécu et travaillé ici. Il lui fallut la meilleure partie de l'après-midi pour nettoyer le sol. La lumière du soleil était rasante à travers la porte ouverte quand elle eut enfin fini. Ses bras étaient endoloris et son visage maculé de saleté. Le wagon était toujours une épave, mais c'était maintenant une épave ordonnée. Le sol était nu, révélant le solide plancher de chêne, usé et lisse par les passages entre les couchettes, le poêle et l'établi. C'est alors qu'elle contemplait son travail, qu'elle porta toute son attention sur l'établi. Thomas lui avait appris à regarder de près comment les choses étaient faites. « L'histoire d'une chose est dans ses joints », disait-il souvent. L'établi était fait de pain lourd, son plateau d'une seule épaisse planche. Mais en passant la main le long de son bord avant, ses doigts tracèrent une ligne fine, presque invisible dans le bois. Elle était trop droite, trop parfaite pour être une fissure. Elle s'agenouilla pour regarder de plus près. Le grain du bois sur le panneau avant de l'établi était légèrement différent de celui du dessus et des côtés. C'était une chose subtile, que personne n'aurait remarqué. Elle appuya sur le panneau, mais il était solide. Elle essaya de trouver un loquet ou une poignée, mais il n'y avait rien. Se souvenant du mètre pliant de son mari dans sa poche, elle le sortit. Le laiton était frais et solide dans sa main. Elle déplia une section et l'utilisa pour vérifier les joints de l'établi, mesurant la profondeur, vérifiant l'équerrage. Tout était parfait, le savoir-faire impeccable. Et pourtant, cette seule ligne faible demeurait. Une perturbation intentionnelle dans le motif. Elle pensa aux hommes qui construisaient ces wagons, des hommes comme Thomas, qui vivaient de leur ingéniosité et de leurs mains. Une cachette ne serait pas évidente. Elle ferait partie de la structure elle-même. Elle examina le dessous de l'établi, ses doigts explorant les lourds supports. Près du coin droit, sous le plateau, ses doigts effleurèrent une petite indentation ronde dans le bois. C'était un nœud, mais il semblait trop lisse, trop régulier. Elle y enfonça son pouce et sentit un léger déclic. Une section du panneau avant, d'environ 2 pieds de long, s'entr'ouvrit d'une fraction de pouce. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le panneau. C'était une porte habilement dissimulée sur des charnières en bois caché. À l'intérieur, nichée dans l'espace sombre et creux, se trouvait une boîte en fer blanc, plate et rectangulaire. Sa surface était recouverte d'une fine couche de poussière. Elle était lourde quand elle la sortit. Elle la porta jusqu'à l'entrée, dans la lumière déclinante du soleil couchant, et s'assit sur le seuil de sa nouvelle maison. La boîte n'était pas verrouillée, mais le couvercle était scellé hermétiquement avec de la cire. Elle utilisa le bord du mètre de son mari pour briser soigneusement le seau et l'ouvrir. À l'intérieur, enveloppée dans une feuille de toile cirée pour les protéger de l'humidité, se trouvait une épaisse liasse de papier. Elle était attachée avec un ruban rouge délavé. Sous les papiers, se trouvait une petite et lourde bourse en cuir. Les mains d'Ada tremblaient légèrement alors qu'elle dénouait le ruban et dépliait soigneusement les documents. Le papier était rigide et crépitait avec l'âge, l'encre d'un brin délavé. Le premier document était un acte de vente, rédigé dans une écriture élégante et bouclée. Il enregistrait la vente d'un wagon de service Baltimore and Ohio, numéro 743. Il était vendu par la compagnie de chemin de fer à un homme nommé Elias Vance pour la somme de $100. La date sur le document était 1870, il y a plus de 10 ans.
En dessous se trouvait une série de concessions de terres officielles du Bureau général des terres des États-Unis. Elles accordaient le titre de propriété à Elias Vance, pour un droit de passage s'étendant sur 5 miles depuis la ligne principale de l'Union Pacifique, ainsi que les droits miniers et forestiers sur les parcelles de terre adjacentes. C'était l'intégralité de l'embranchement de Black Creek. Il y avait des cartes d'arpenteurs méticuleusement dessinées. Elles détaillaient le tracé de la ligne secondaire jusqu'à la carrière. Et il y avait des documents de privilège montrant que M. Vance avait personnellement financé la construction de la ligne. Il avait placé des privilèges sur la terre et tous les actifs associés, y compris, spécifiquement, le wagon numéro 743, comme garantie pour son investissement. Le dernier document était une seule feuille de papier, un addendum légal à l'acte de vente du wagon. Une lettre manuscrite y était jointe. Ada la déplia soigneusement. L'écriture était la même que sur l'acte de vente, précise et claire. Elle disait « À quiconque trouvera ceci, le 12 septembre 1872. Mon nom est Elias Vance. J'étais l'arpenteur en chef et le seul financier de la ligne de la carrière de Black Creek. J'ai cru en ce projet. J'ai cru en la qualité de la pierre de cette carrière et en la promesse de ce territoire. J'ai investi tout ce que j'avais dans la pose de cette voie, dans l'espoir de construire quelque chose qui durerait. Il est devenu clair pour moi que mes partenaires à Cheyenne ne partagent pas ma vision. Ce sont des hommes de spéculation, pas de construction. Ils ont surendetté la société et la mèneront bientôt à la faillite pour régler leurs autres dettes plus folles. Ils croient que cette ligne secondaire et ce vieux wagon de service sont des actifs sans valeur. Ils se trompent. J'ai consulté un avocat. Selon les termes de notre accord et les privilèges que je détiens, tous les actifs physiques de la ligne secondaire sont légalement liés. Les concessions de terre, le droit de passage, les rails, les traverses et ce wagon numéro 743 sont une seule propriété indivisible. Je les ai légalement regroupés comme tels. Quiconque détient le titre de propriété clair de ce wagon détient le titre de l'ensemble. Je n'ai pas d'héritier à qui laisser cela, et je crains d'être ruiné avec la société. Je cache ces documents ici, dans le wagon où j'ai dessiné les cartes et planifié le travail, comme un acte de foi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un avec les yeux pour voir la valeur d'une chose oubliée viendra. Peut-être que ce sera une personne qui comprend la valeur du bon travail et d'une fondation solide. Je ne laisse pas cela comme un trésor, mais comme une opportunité. Il faudra du travail pour lui redonner de la valeur. La voie devra être défrichée, la carrière devra être travaillée, mais le droit est solide et le titre est clair. Dans la bourse, vous trouverez 200 $ en pièces d'or. Ce n'est pas beaucoup, mais cela peut suffire pour commencer. Utilisez-les sagement. J'espère que cela trouvera un bon foyer. J'espère que le travail que j'ai commencé pourra un jour être terminé. Sincèrement, Elias Vance. Ada lut la lettre 2 fois, ses yeux traçant l'écriture soignée et délibérée. Les mots de cet homme, cet étranger du passé, parlaient directement à son propre cœur. Lui aussi avait cru en la construction de quelque chose, et lui aussi avait été vaincu par l'arithmétique froide des ambitions d'autres hommes. Elle plongea la main dans la boîte et sortit la bourse en cuir. Elle était lourde, et quand elle desserra le cordon, l'éclat incomparable des pièces d'or brilla dans le crépuscule. Elle les versa dans sa main. 10 pièces d'or de 20 $, 200 $. C'était une fortune. C'était un nouveau départ. Elle resta assise là, sur le seuil du wagon de marchandises cassées, la lettre dans une main et une fortune dans l'autre. Et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle pleura. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou d'apitoiement, mais des larmes d'un profond et douloureux soulagement. Le soleil s'était couché, et une brise fraîche soufflait des montagnes. Elle plia soigneusement la lettre et les documents, les remit avec les pièces dans la boîte en fer blanc, et la serra contre elle. Les rires des hommes sur la place de la ville semblaient un écho lointain d'une autre vie. Ils s'étaient moqués de la pauvre veuve qui avait dépensé ses 4 derniers $ pour un tas de ferraille. Ils ne savaient pas qu'elle n'avait pas acheté une épave. Elle avait acheté un avenir. Elle avait acheté toute la satanée ligne. Le lendemain matin, Ada se leva avant le soleil, l'esprit clair et concentré. La vague d'émotion de la veille s'était retirée, laissant derrière elle un socle de détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Les documents dans la boîte en fer blanc étaient puissants, mais ce n'était que du papier, tant qu'ils n'étaient pas reconnus par la loi et soutenus par des connaissances qu'elle ne possédait pas.
Son premier arrêt ne fut pas le palais de justice, mais le dépôt de l'Union Pacific. Elle trouva Henry Pike près de la rotonde, dirigeant une équipe qui remplaçait un attelage endommagé sur une locomotive. Il se tenait au milieu du sifflement de la vapeur et du fracas de l'acier, un homme entièrement dans son élément. Il la vit approcher et vint à sa rencontre, s'essuyant les mains graisseuses sur un chiffon. Son expression était aussi directe et réservée que la veille. « Madame, dit-il, la voix neutre, vous venez me vendre ce bois de chauffage, finalement ?» Ada leva les yeux vers lui, son regard ferme. « Non, monsieur Pike, je suis venu vous demander conseil. » Elle lui tendit la boîte en fer blanc. « Je vous serais reconnaissante de regarder quelque chose pour moi, quelque chose que j'ai trouvé dans le wagon. » Les yeux de Pike se plissèrent de curiosité. Il hésita un instant, puis fit un geste vers une petite cabane qui lui servait de bureau. À l'intérieur, la pièce sentait le café fort et la limaille de fer. Il fit de la place sur un bureau encombré. Ada ouvrit la boîte et étala les documents d'Elias Vance, lissant le papier froissé avec sa paume. Pike se pencha sur le bureau. Son scepticisme initial fit place à un sifflement bas d'étonnement en lisant. Il prit la carte de l'arpenteur, son doigt calleux traçant le chemin de la ligne secondaire. Il lut les concessions de terre, ses lèvres bougeant silencieusement. Il comprenait le langage de ces papiers, la réalité légale et physique qu'ils représentaient. Quand il leva enfin les yeux vers elle, la rudesse avait disparu de son visage. Elle fut remplacée par un regard de profond respect. « Mon Dieu, madame, souffla-t-il, vous n'avez pas acheté un wagon, vous avez acheté une ligne de chemin de fer. » Il lui expliqua, de sa manière pratique et directe, ce qu'elle possédait. Le droit de passage était la clé. Il lui donnait le contrôle du corridor de 5 miles de terre. C'était un atout précieux dans un territoire où la terre était tout. « Il vous faut un avocat, dit-il, son esprit travaillant déjà sur le problème. Pas un de ces gros qui travaillent pour les barons du bétail. Il vous faut quelqu'un de jeune et d'ambitieux. Abernathy. Il a un bureau au-dessus du magasin. Il est intelligent. Et l'establishment de la ville ne l'a pas encore acheté. » Ada rangea les papiers en sécurité dans leur boîte. « Merci, monsieur Pike. Ne me remerciez pas encore, » grogna-t-il, bien que ses yeux aient une nouvelle chaleur. La paperasse est une chose. Rendre cette ligne rentable en est une autre. Suivant son conseil, Ada alla voir monsieur Abernathy. Son bureau était une petite pièce poussiéreuse, remplie de plus de livres que de meubles. C'était un jeune homme avec une fine moustache et une expression intense et sérieuse. Il écouta son histoire, son visage un masque de scepticisme professionnel. Mais en examinant les documents, ses yeux s'écarquillèrent. Il passa près d'une heure à lire, à vérifier les dates et le langage des privilèges. Finalement, il se pencha en arrière dans sa chaise, un air d'excitation incrédule sur le visage. « Madame Mercer, dit-il, la voix basse de stupeur, c'est blindé. La chaîne de titres de propriété est ininterrompue. Les privilèges sont correctement déposés et n'ont jamais été levés. Les lois sur l'abandon du territoire ne s'appliquent pas, car la propriété n'a jamais été non réclamée, simplement dormante. Quand le shérif a vendu le wagon aux enchères, il a sans le savoir vendu toute la propriété attenante. C'est la manœuvre juridique la plus brillamment obscure que j'ai jamais vue. Ensemble, ils se rendirent au palais de justice du comté de Laramie. Le greffier, un homme chauve qui avait été à la vente aux enchères, sourit en voyant Ada. « Vous venez déposer une plainte à propos de ce tas de planches que vous avez acheté ?» demanda-t-il. Monsieur Abernathy s'avança et posa l'acte de vente et les concessions de terre sur le comptoir. « Nous venons déposer un transfert de titre de propriété pour la ligne de Black Creek et ses propriétés associées à sa nouvelle propriétaire, Madame Ada Mercer. » Le sourire du greffier disparut. Il fixa les documents, son visage pâlissant. Il appela son supérieur. Il y eut un flot de chuchotements confus et en colère. Ils vérifièrent leur propre registre, leur incrédulité se transformant en une acceptation à contre-cœur. La paperasse était indéniable. 1 heure plus tard, Ada sortit du palais de justice avec des actes de propriété fraîchement tamponnés et enregistrés à son nom. La nouvelle se répandit dans Laramie comme une traînée de poudre. Les hommes qui s'étaient moqués d'elle étaient maintenant silencieux. Leur moquerie fut remplacée par une incrédulité stupéfaite et une bonne dose de peur. Ils s'étaient moqués d'une pauvre veuve. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils se moquaient de la propriétaire de 5 miles du Wyoming.
La victoire juridique fut silencieuse et absolue, mais Ada savait que ce n'était que le début. La propriété sur papier ne signifiait rien sans la réalité physique pour la soutenir. La ligne secondaire était toujours une étendue de 5 miles de délabrement, et sa maison était toujours un wagon de marchandises en panne. Le travail devait commencer. Elle utilisa 10 $ de l'or d'Elias Vance pour acheter des fournitures au magasin général. Des gants de travail épais, un nouveau seau, du savon de soude, une lanterne, de l'huile et des provisions de base. Le commerçant, qui avait été parmi les moqueurs, la traita maintenant avec un respect prudent et déférent qu'elle trouva plus satisfaisant que n'importe quelle excuse. Sa première tâche fut de rendre le wagon habitable. Elle passa 2 jours à le récurer de fond en comble, lavant la crasse des années. Le savon de soude et l'eau chaude enlevèrent la saleté, révélant le grain propre et honnête du bois en dessous. Elle répara la charnière de porte cassée avec un morceau de cuir et quelques clous récupérés, pour qu'elle se ferme maintenant solidement. Elle nettoya soigneusement les vitres de la petite fenêtre jusqu'à ce que la lumière du soleil entre, vive et claire. L'espace commença à se transformer d'une coquille abandonnée en un abri simple et propre. Henry Pike apparut le 3e jour, sans prévenir, portant une lourde boîte à outils. Il la posa sans un mot et commença à inspecter le châssis du wagon. « Vous êtes assise sur un essieu cassé », déclara-t-il, sans méchanceté. Au premier grand vent, il pourrait se renverser. La semaine suivante, il passa ses soirées à l'aider après son service au dépôt. C'était un professeur patient et exigeant. Il lui montra comment utiliser de lourds crics pour soulever le coin du wagon, comment le caler solidement avec de lourdes poutres pour qu'il soit de niveau et stable. Il apporta un roulement de rechange de la ferraille du dépôt et lui montra comment le chauffer et le poser. Il l'aida à réparer le toit qui fuyait avec du goudron et de la toile. Il parlait peu, mais ses actions étaient une leçon constante de compétence et d'autonomie. Il lui apprit les noms d'outils qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Une clé à tire-fond, une masse à crampons, une barre à bourrer. Il lui montra comment viser le long d'un rail pour vérifier l'alignement. Comment écouter le son d'un crampon enfoncé pour savoir s'il était bien fixé. Sous sa tutelle, les mains d'Ada, autrefois habituées à l'aiguille et au fil, devinrent calleuses et fortes. Elle apprit la douleur satisfaisante d'un corps utilisé pour un travail dur et productif. Un soir, alors qu'il travaillait sur le poêle à bois rouillé, elle lui demanda pourquoi il l'aidait. Il arrêta son travail, tournant un boulon dans ses mains. « Ma femme, dit-il, la voix basse et rauque, c'était une femme intelligente et capable. Elle a construit une vie pour nous, à partir de rien. Après son décès, j'ai vu à quelle vitesse le monde rejette une femme seule. Vous me la rappelez. Vous voyez le travail à faire, et vous n'avez pas peur de le faire. » C'était le plus qu'il ait jamais dit sur sa vie personnelle, et Ada comprit que c'était une profonde expression de confiance. Leur projet suivant fut le poêle. Il était bloqué par la rouille, son conduit de cheminée obstrué par un vieux nid d'oiseau. Ils le démontèrent pièce par pièce, nettoyant chaque partie avec des brosses métalliques et de l'huile. Pour la chambre de combustion fissurée, ils avaient besoin d'un forgeron. Pike l'envoya chez Silas Croft, un vieil homme avec une forge à la périphérie de la ville. Croft était un homme encore plus avare de mots que Pike. Son visage était en permanence renfrogné par des années de chaleur et de fumée. Il écouta la demande d'Ada, examina la pièce de fonte fissurée qu'elle lui apporta, et grogna simplement « Revenez demain ». Quand elle revint, la pièce était parfaitement soudée, la jointure presque invisible. « Combien je vous dois » demanda-t-elle. Il fit un geste dédaigneux de sa main tachée de suie. « Pike a dit que vous êtes solvable. Payez-moi quand vous pourrez. » Cet acte de gentillesse, livré avec une telle brusquerie, la toucha profondément. Cette nuit-là, pour la première fois, elle alluma un feu dans le poêle. Le petit wagon se remplit d'une chaleur douce et rayonnante, chassant le froid de la nuit du Wyoming. Elle s'assit à son établi, qu'elle utilisait maintenant comme table. Elle regardait les flammes danser derrière la grille et ressentit un profond sentiment de paix. Elle ne se contentait pas de survivre, elle construisait. Le projet d'Ada et l'implication de Henry Pike étaient devenus le principal sujet de conversation à Laramie. Le choc et l'incrédulité initiaux avaient cédé la place à une admiration réticente. Les gens commençaient à voir ce qu'elle faisait, non pas comme un coup de chance juridique, mais comme une entreprise sérieuse.
La première personne à l'approcher avec une proposition commerciale fut un éleveur nommé John Corrigan. C'était un grand homme buriné, avec un vaste ranch à environ 10 miles au nord de la ligne secondaire. Il arriva à cheval un après-midi, son cheval avançant prudemment le long des voies envahies par la végétation, et s'arrêta devant son wagon. « Thomas Mercer », dit-il en inclinant son chapeau. Il avait un regard direct et évaluateur. « J'entends dire que vous possédez cette ligne maintenant. »« C'est exact », dit Ada en sortant du wagon. « J'entends aussi dire que vous avez l'intention de la défricher, » continua-t-il. « Est-ce vrai? »« C'est vrai. » Corrigan réfléchit un instant, ses yeux balayant la section de voie dégagée près du wagon, puis les longues lignes envahies par l'armoise s'étendant au loin. « Cela me coûte une fortune en temps et en perte de poids sur mon bétail de les conduire jusqu'aux principaux parcs à bestiaux de Laramie, dit-il. Si je pouvais les charger ici, juste à la jonction avec la ligne principale, cela me ferait gagner 2 jours. Je payerais pour cette commodité. Je payerais bien. » Il ne faisait pas seulement une offre, il la testait. Ada le comprit immédiatement. « La ligne fait 5 miles de long, Monsieur Corrigan. La défricher est un gros travail. Je le sais, dit-il. C'est pourquoi je suis prêt à aider. J'ai 5 hommes et une équipe de mules qui sont inactifs entre la fenaison et le rassemblement du bétail. Ils pourraient avoir défriché cette voie jusqu'à la carrière en 1 mois. » Ada considéra son offre. C'était plus que juste. C'était une bouée de sauvetage. Mais elle ne voulait pas paraître désespérée. « Quelles sont vos conditions ?» demanda-t-elle, la voix égale. « Pas de frais pour la main-d'œuvre, dit-il. Considérez cela comme un investissement. En retour, j'obtiens des droits de chargement exclusifs à la jonction pour la première année à un tarif juste sur lequel nous nous mettons d'accord. Après cela, nous négocions comme n'importe quel autre client. » Ada lui tendit la main. « Monsieur Corrigan, marché conclu. » Le lundi suivant, les hommes de Corrigan arrivèrent. C'étaient des hommes rudes et travailleurs qui semblaient au début ne pas savoir quoi penser de cette femme qui possédait une ligne de chemin de fer. Mais Ada travailla à leur côté, défrichant les broussailles, arrachant les mauvaises herbes tenaces. Sa détermination gagna leur respect silencieux. Le travail était épuisant. Ils arrachèrent d'épaisses armoises qui avaient poussé pendant des années, leurs racines comme des griffes de fer dans le sol sec. Ils déblayèrent le sable et la terre qui s'étaient accumulés sur les voies. Ils remplacèrent les traverses fissurées et pourries en utilisant le bon bois qu'Elias Vance savait se trouver sur la terre. Pike leur montra comment niveler des sections de la plateforme de la voie et tasser le ballast pour la stabilité. Lentement, péniblement, la ligne secondaire commença à réapparaître du paysage. Une fine mais déterminée ligne d'acier et de bois. Pendant qu'ils travaillaient, d'autres habitants de la ville commencèrent à apparaître. Un jour, Madame Gable, la femme du boulanger, arriva dans une petite charrette. Elle apportait une grande marmite de ragoût chaud et une miche de pain frais. « On ne peut pas vivre que de travail, » dit-elle simplement. Et à partir de ce jour, elle vint 2 fois par semaine, sa gentillesse pratique étant un répit bienvenu du dur labeur. Silas Croft, le forgeron, vint réparer les outils des hommes quand ils se cassaient, refusant tout paiement au-delà d'une tasse de café. Même M. Abernathy, l'avocat, venait le dimanche après-midi pour vérifier leur progrès, s'émerveillant de la réalité physique de l'affaire juridique qu'il avait gagnée. Le wagon de marchandises d'Ada, autrefois symbole de sa pauvreté, était devenu le quartier général d'une entreprise florissante. Un centre d'activité et de détermination. Les gens ne l'appelaient plus la veuve Mercer sur un ton de pitié. Ils l'appelaient Mademoiselle Mercer, la propriétaire de la ligne de Black Creek, et leur voix avait le son indubitable du respect. Le jour où la dernière section de voie fut dégagée, fut comme une célébration tranquille. La ligne de 5 miles s'étendait maintenant, propre et ininterrompue, de la ligne principale de l'Union Pacific à l'ancienne carrière de pierre. Les rails, débarrassés de leur rouille par le dur travail et le passage d'un wagonnet, brillaient sous le soleil d'automne. L'investissement de John Corrigan avait été rentable pour eux deux. Il amena son premier troupeau de bétail à la jonction et ses hommes construisirent un enclos de chargement temporaire. Henry Pike s'arrangea pour qu'une locomotive de manœuvre de l'Union Pacific tire un wagon à bestiaux vides sur l'embranchement. C'était la première locomotive à toucher cette voie en plus de 10 ans. Ada se tenait sur les marches de son wagon, qui servait maintenant de maison et de bureau principal de la ligne, et observait l'opération. Elle avait un grand livre sur son établi et y fit sa première entrée officielle.
14 octobre 1882. Un wagon, 50 têtes de bétail expédiées pour John Corrigan. Paiement reçu, 20 $. C'était une petite somme, mais elle était réelle. C'était le son de son entreprise qui prenait sa première respiration. Son wagon de marchandises n'était plus seulement un abri. C'était une maison. Le poêle à bois le maintenait au chaud, contre les nuits de plus en plus fraîches. Elle avait construit un petit garde-manger pour ses provisions et une étagère pour ses quelques livres. L'intérieur, autrefois une caverne de saleté et de désespoir, était maintenant propre, ordonné et rempli de l'odeur de la fumée de bois et du café en préparation. C'était petit et simple, mais c'était la première maison qui était vraiment la sienne, construite non seulement avec de l'argent, mais de ses propres deux mains. Le soir, Henry Pike venait souvent de la ville après son service. Il s'asseyait avec elle sur les marches du wagon, partageant une tasse de café, alors que les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel sombre. Il parlait rarement du passé. Au lieu de cela, il parlait de l'avenir. Ils parlaient de la qualité de la pierre dans la carrière et de la possibilité de la vendre à la compagnie de chemin de fer. Il parlait de prolonger la ligne de 10 miles supplémentaires pour atteindre les zones boisées dans les contreforts. Il écoutait ses idées, offrant des conseils pratiques et des encouragements discrets. Une camaraderie douce et tacite, grandie entre eux, forgée dans le langage commun du travail acharné et du respect mutuel. Un soir, alors qu'une légère neige commençait à tomber, poudrant les plaines d'une fine couche de blanc, Ada était assise seule à l'intérieur du wagon. La lanterne jetait une lueur chaude et dorée sur les murs en bois. Elle avait la boîte en fer blanc ouverte sur son établi. Elle sortit la carte méticuleusement dessinée par Elias Vance de la ligne secondaire et l'étala. À côté, elle plaça le mètre pliant cerclé de laiton de son mari. Les deux objets reposaient côte à côte. La grande vision d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré et l'outil pratique de l'homme qu'elle avait aimé et perdu. Elle pensa à Thomas, à sa croyance en un travail bien fait et des fondations solides. Il aurait adoré ce wagon, pensa-t-elle. Il aurait admiré le savoir-faire du compartiment caché. Et il aurait compris, mieux que quiconque, le triomphe silencieux de transformer une chose abandonnée en quelque chose d'entier et d'utile à nouveau. Elle regarda par sa petite fenêtre propre, la voie s'étendant dans l'obscurité enneigée. Le monde l'avait rejetée comme une pauvre veuve sans défense. Les hommes de la ville s'étaient moqués de son désespoir. Ils voyaient une femme sans rien dépenser ses derniers dollars pour un déchet. Ils ne pouvaient pas voir les connaissances que Thomas lui avait données. Ils ne pouvaient pas voir la prévoyance d'Elias Vance, attendant patiemment dans une boîte en fer blanc cachée. Et ils ne pouvaient pas voir la force tranquille qui se forge dans la perte et la solitude. Les rires s'étaient tus depuis longtemps, remplacés par le grondement des wagons de marchandises et le beuglement du bétail. Ada Mercer n'était plus un objet de pitié ou de mépris à Laramie. Elle était une figure incontournable, une femme d'affaires dont le nom était prononcé avec une certaine admiration. La ligne de Black Creek était un succès modeste mais constant. Après le bétail de Corrigan, d'autres éleveurs avaient suivi, reconnaissant pour la route plus courte et plus facile vers le marché. Ada avait même négocié un petit contrat avec l'Union Pacific pour transporter de la pierre de la carrière pour le ballast des voies, exactement comme Pike et elle en avaient discuté. L'espoir d'Elias Vance se réalisait. Son travail était enfin achevé. Elle avait remboursé Silas Croft pour son travail sur le poêle, et Madame Gable vendait maintenant son pain et ses tartes dans un petit dépôt qu'Ada avait construit près de la jonction. Monsieur Abernathy s'occupait de ses affaires juridiques, son cabinet grandissant en même temps que sa propre réputation. Elle n'avait pas seulement construit une entreprise, elle avait nourri une petite communauté interconnectée, tous liés par 5 miles de voies d'acier. Elle vivait toujours dans le wagon de marchandises. Elle avait ajouté une petite extension pour une vraie chambre, les nouvelles planches de pain sentant le propre et le vif. Mais le wagon lui-même restait le cœur de sa maison et de son exploitation. C'était un rappel constant de là où elle avait commencé. C'était son château à 4 $, sa forteresse de solitude, l'endroit où sa vie avait basculé. Le jour du 2e anniversaire de la vente aux enchères, elle se tenait dans l'embrasure de la porte du wagon, regardant la terre qu'elle connaissait si bien maintenant. L'air du soir était frais et sentait la pluie. Henry Pike remontait la voie depuis la ville. Sa démarche familière et régulière était une vision réconfortante. Dans sa main,
Il portait un petit bouquet de fleurs sauvages. Il était devenu son partenaire, non seulement en affaires, mais dans la vie. Leur camaraderie tranquille s'était épanouie en une affection profonde et durable. Il s'arrêta devant elle, un sourire rare et doux sur son visage, et lui tendit des fleurs. « Joyeux anniversaire », dit-il. Elle les prit, leurs couleurs vives contrastant avec les tons sourds de la prairie. « Ce n'est pas notre anniversaire », dit-elle, bien qu'un sourire se dessine sur ses propres lèvres. « Si », la corrigea-t-il doucement, « c'est l'anniversaire du jour où tu as acheté une ligne de chemin de fer, le jour où j'ai su que ma vie allait changer. » Elle regarda son visage, puis la voix, puis de nouveau son visage. Le souvenir de la vente aux enchères n'était plus une blessure d'humiliation, mais un mythe fondateur étrange et chéri. Le mépris de la foule avait été le creuset improbable dans lequel sa nouvelle vie avait été forgée. Ada Mercer avait 27 ans et était une veuve avec $4 à son nom quand elle est arrivée à Laramie. Elle a tout dépensé pour un wagon de marchandises oublié à la périphérie de la ville. Ce furent les 4 meilleurs dollars qu'elle ait jamais dépensés. Merci de nous avoir rejoints pour cette histoire. Si vous avez retrouvé un peu de votre cœur dans le parcours d'Ada, nous espérons que vous vous abonnerez. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie le pouvoir de la force tranquille. Une question nous vient à l'esprit. Y a-t-il quelque chose que les autres ont rejeté, mais dont vous avez vu la valeur cachée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve très bientôt.